Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une IA qui apprend à jouer au jeu Snake. Vous savez, le jeu connu avec le serpent qui doit manger des pommes et éviter de se mordre la queue ou de toucher le bord. Et à la fin, on va réussir à avoir une IA qui est capable de faire des performances comme celle-ci. Ok, donc là du coup on va s'occuper de la partie code. Donc le code sera fait entièrement en Python. On va utiliser plusieurs librairies externes. On va utiliser notamment Pygame qu'il faudra donc installer. Vous pouvez le faire avec un pip install par exemple. Et moi je vous conseille d'installer la version Pygame-CE. Ensuite vous aurez besoin d'autres librairies qui seront des librairies utilisées pour la partie IA. Donc les librairies utilisées pour la partie IA c'est notamment NumPy, Matplotlib et Torch. Voilà, les autres, comme par exemple Random Collections ou OS, ou même d'autres comme Sys, ce sont des librairies qui existent déjà en Python, donc vous n'avez pas besoin de les installer vous-même. Ok, donc ça c'est ce que vous aurez besoin d'installer. Ensuite, pour niveau configuration de l'environnement, je veux dire, du projet plutôt, ce sera, donc moi j'ai divisé en deux fichiers, donc un fichier qui contient le jeu et l'appel de l'IA et son entraînement, et ensuite ce sera un autre fichier qui contiendra donc l'agent, donc c'est-à-dire en fait notre IA. L'IA qu'on va utiliser c'est du Deep Q-Learning, c'est du Deep Reinforcement Learning. Donc rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Deep Reinforcement Learning, c'est une autre branche de l'IA où un modèle ou une IA apprend en fait par elle-même à faire quelque chose. Comment elle apprend? Eh bien tout simplement il y a un algorithme qui lui permet de faire un apprentissage avec un jeu d'essais et d'erreurs. C'est-à-dire que l'IA va tester des choses au départ de manière au hasard. Nous, on aura codé une fonction en fait de récompense où pour chaque action qu'elle fait, elle va avoir une récompense. Et à partir de ce système de récompense, elle va s'améliorer jusqu'à converger à un comportement en fait qui est un comportement que l'on veut. Par exemple, dans un jeu Snake, on veut que l'IA sache jouer au jeu, donc c'est-à-dire sache manger le plus de pommes et évite de toucher sa queue ou un bord du mur. Donc évidemment, la fonction de récompense, donc c'est-à-dire la fonction qui donne des rewards à l'IA selon l'action qu'elle fait, il faut bien évidemment bien la définir parce que c'est elle qui va influencer en fait le comportement de notre IA au fur et à mesure de sa série d'essais et d'erreurs. Ok, donc du coup nous avons deux fichiers. Alors moi les fichiers, ce que j'ai fait c'est que j'en ai un qui est ici, donc imaginez votre dossier, moi il s'appelle snake-ai. Ensuite vous avez plusieurs dossiers comme modèle, ça c'est pour sauvegarder le fichier qui contient en fait les paramètres de notre IA, on reviendra après dessus. Et ensuite donc j'ai ici game-_ai et ensuite j'ai un dossier src qui contient agent.py. Il y a un dossier qui s'appelle __pycache__. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, ça sera créé automatiquement lors de l'exécution du code. Alors donc là on va s'occuper tout d'abord du jeu. Alors le jeu, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes sur le Snake que j'avais fait il y a quelques mois, c'est quasiment la même chose. Donc si vous avez déjà vu cette vidéo, on va un petit peu se répéter. Alors ce que l'on va faire c'est que on va tout d'abord importer tout le code qu'il nous faut. Donc il va nous falloir Pygame, normal parce que on va faire notre jeu, Random, Sys, NumPy, Matplotlib, et ensuite on va faire from src.agents import agent. Donc ça veut juste dire qu'en fait on va importer la classe agent depuis le fichier agent. Et pourquoi on fait src.agent? Tout simplement parce que c'est l'import d'un de nos codes et il faut préciser à Python où est-ce qu'il se situe. Cette classe se situe dans le dossier src qui contient le fichier agent qui contient donc notre classe agent. Ensuite on va faire un pygame.init. Donc un pygame.init, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait pour pouvoir initialiser les modules de Pygame. Ensuite on va avoir besoin de définir quelques petites constantes. Donc ça sera pour notre interface graphique. Notre interface graphique, donc ce sera un petit rectangle comme ceci où on va définir donc une largeur et une hauteur, d'accord? Et c'est une interface graphique faite en Pygame. Donc une interface graphique en Pygame, il faut se souvenir déjà que quand on va positionner quelque chose sur l'interface, donc par exemple un snake, vous voyez, donc on va faire par exemple des petits carrés, voilà, on va faire 3 carrés,
pour sa taille initiale et on va mettre une pomme par exemple à un endroit, ça il va falloir les positionner en utilisant le système de coordonnées de l'interface graphique. Le système de coordonnées c'est un repère euclidien pour ceux qui connaissent, donc vous savez c'est les repères en fait où il y a deux flèches. Là la petite nuance c'est que l'axe des abscisses, donc l'axe qui contient les abscisses, il va donc vers la droite, donc ça normalement en général c'est une convention que tout le monde connaît. En revanche l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, c'est vers le bas. Vous savez d'habitude c'est plutôt comme ceci, donc c'est à dire que si par exemple on a le point 1, 2 en disant que ça c'est 1 et ça c'est 2, et bien le point 1, 2 du coup il se situera ici. Ok, là c'est différent, d'accord, c'est à dire que là on a un repère qui est comme ceci, donc le point 1, 2 il se situerait comme ceci. Ok, là on dit que c'est 1 en abscisse et là c'est 2 en ordonnée, donc ici ce serait notre point en coordonnées 1, 2. Voilà, donc c'est juste le petit truc qui change, ça peut être un peu délicat au départ, ce qui veut dire que notre origine, donc le point en coordonnées 0, 0, se situe sur le haut gauche, en fait, c'est le coin haut gauche, tout en haut à gauche, et donc ici en X, eh bien on a en fait tout simplement le point qui est en coordonnées égale à la taille de l'interface graphique, donc si elle fait par exemple 500, notre interface graphique en largeur, et bien ce point il est en coordonnées, donc c'est-à-dire l'angle au droit, il est en coordonnées 500 en X. Et en Y, il est donc en coordonnées 0, parce que on est tout en haut de l'interface graphique. Voilà, ensuite le raisonnement est similaire, si la hauteur, disons, c'est 500 aussi, et bien cela veut dire que ce point-là, il est en coordonnées Y 500. Et en X, il est aussi en 500. Pourquoi? Tout simplement parce que notre repère il est ici, donc on a vu que là on a parcouru 500, et là on a parcouru aussi 500 Y, donc ici c'est le point en 500, 500. Ensuite, une interface graphique Pygame, c'est juste en fait un peu un tableau, ok? Imaginez ça comme un tableau où vous pouvez afficher ce que vous voulez, vous pouvez afficher des triangles, vous pouvez dessiner des rectangles, des carrés, etc. Nous, on va faire un jeu Snake qui sera en fait un jeu avec que des carrés, ok? Donc c'est à dire que le Snake en fait sera une série de carrés qui va donc former un rectangle, et la pomme ce sera aussi un carré. Et donc ce que l'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un découpage entre guillemets de l'interface graphique. C'est-à-dire que on va dire quelle sera la taille d'un carré en fait dans cette interface graphique. Alors c'est pas vraiment du coup un découpage, c'est juste qu'on va donner nous une taille en fait à nos carrés qui va nous permettre en fait de faire tous les carrés et qui va nous permettre aussi de savoir comment on fait pour positionner un carré. Donc en fait c'est pour ça que je dis que ça va faire en quelque sorte un découpage, c'est-à-dire qu'en fait grâce à la taille prédéfinie en fait d'un carré, eh bien on va pouvoir composer une grille. Bon, je vais pas faire toutes les lignes ni toutes les colonnes, mais voilà. Donc imaginons en fait on a défini la taille d'un carré, donc du coup on va pouvoir savoir en fait dans quel carré on va mettre la pomme ou le snake. Par exemple, disons on veut mettre un carré dans la troisième colonne, première ligne. Bon, et bien du coup ce sera ici. Ok, et c'est grâce à notre découpage par nous-mêmes, en fait, on va pas faire un découpage en particulier dans le code, on va pouvoir savoir où mettre le snake. Et ça, pour savoir en fait ensuite ces coordonnées, ce sera pas bien compliqué, simplement parce que on va se référer en fait aux index de nos lignes et de nos colonnes. Donc c'est-à-dire que en fait la ligne 0, enfin la première ligne, on va dire qu'elle a l'index 0. Pourquoi? Parce que en fait, quand on dessine un carré ou un rectangle, c'est pareil en Pygame, on dessine en partant du haut gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un carré à dessiner par exemple en coordonnées, disons 500, eh bien le point de coordonnées 100 il est ici, et on va dire que ça fait une longueur disons de 10, ça va faire donc un avancé de 10, ça va ensuite descendre de 10, et ça va compléter votre carré comme ceci, ou votre rectangle, peu importe. Mais vous voyez du coup que quand on dit on dessine le carré ou le rectangle en coordonnées 100, ça veut dire en fait qu'on part, en fait, la coordonnée 500 pour le rectangle, ce sera son haut gauche. Et donc, pourquoi c'est intéressant ce système d'index que j'ai créé ici? Eh bien tout simplement parce que, en fait, on a ici le haut de notre interface graphique, donc ça veut dire qu'en Y, ce sera 0. Et 0, vous voyez que ça correspond bien, en fait, à l'index de notre carré. Ensuite, si on veut passer à la deuxième ligne, donc la ligne qui sera à l'index 1, eh bien ce qu'on va faire, c'est que on va multiplier cet index par la taille, la hauteur, en fait, d'un carré. Pourquoi? Parce que ici, on est donc sur la deuxième ligne, et notre carré, sa coordonnée en Y, ce sera tout simplement, en fait, la hauteur d'un carré. Tout simplement parce qu'il y a ce décalage à faire à cause de la première ligne. Et pareil en X. En X, si on veut mettre un carré ici, eh bien, il faudra faire un décalage de la largeur d'un carré. Vu qu'un carré, ça a la même hauteur et la même largeur,
ou la même longueur et largeur, c'est pareil, c'est les mêmes valeurs. Et donc du coup, c'est grâce à ce système en fait où on va pouvoir dire bah, ça c'est notre première ligne, enfin notre deuxième ligne, donc la ligne à l'index 1, ça la ligne qui est à l'index 2, etc. Et pareil pour les colonnes. Et grâce à ce système d'index, on pourra positionner en fait n'importe où on veut notre snake et nos pommes qui sont à la base juste des carrés. Donc alors, pour la largeur et la hauteur de notre interface graphique, ce sera la même taille, ce sera donc une interface graphique carrée. J'ai voulu faire deux variables différentes pour au cas où s'il y en a qui veulent faire par exemple une interface graphique rectangulaire. Voilà, c'est pour garder en fait un peu l'habitude qu'une interface graphique ça n'a pas forcément les mêmes valeurs en largeur et en hauteur. Donc moi j'ai mis une largeur et une hauteur de 750. Ce qui donne donc une interface graphique plutôt grande. Ensuite, la taille des cellules, donc ça sera la taille d'un carré, comme je vous ai dit, qui sera donc d'une taille 25. Ensuite, la largeur de la grille, donc en fait c'est combien il y aura de cases ou de carrés. Et bien ça, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on divise la largeur par la taille d'une case ou d'une cellule, comme j'ai nommé ici. Ensuite, speed égale à 500, c'est quoi? C'est tout simplement en fait à quel point l'interface graphique va tourner vite. Plus elle va tourner vite, donc ce que ça veut dire par tourner vite, c'est que le snake va pouvoir se déplacer rapidement. Plus il va pouvoir se déplacer rapidement, plus on va pouvoir faire une IA qui s'entraîne rapidement. Donc là j'ai mis 500 par défaut, j'ai mis aussi dans le code une possibilité quand l'interface graphique tourne d'augmenter ou de diminuer la vitesse. Ça c'est intéressant parce que si vous voulez faire des entraînements très rapides, bah, vous pouvez augmenter donc la vitesse, si bien sûr votre ordinateur le permet. Et si à un moment vous voyez que votre jeu fonctionne bien, donc c'est-à-dire que l'IA arrive à bien jouer au snake, eh bien vous réduisez la vitesse, donc vous réduisez speed en appuyant sur une touche du clavier. On verra ça tout à l'heure pour voir comment on fait ça. Et donc cette vitesse sera gérée avec ce code-là, enfin en partie avec ce code-là, qui est donc une clock qui va nous permettre de savoir combien de fois par seconde on va exécuter en fait nos méthodes qui permettent de faire dérouler le jeu. Ensuite, vu qu'on est sur une interface graphique, il nous faudra des couleurs. Donc les couleurs, j'ai fait aussi des constantes. Donc rouge, ce sera notamment pour la bordure. Alors la bordure, on peut changer un peu la couleur. J'ai pas vraiment d'idée pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur. Ensuite, la couleur du snake, la couleur de fond, du background, la couleur de la pomme, la couleur de la bordure, qui sera donc du coup du rouge. Auparavant, j'avais mis cette couleur-là, si vous avez envie de tester. Et la couleur du score. Vous savez, donc c'est ce qui a marqué en haut avec le score et quel score a fait le snake. Le score est déterminé tout simplement avec le nombre de pommes mangées. Ok, ensuite on va créer donc notre interface graphique. Notre interface graphique se crée comme ceci, en faisant un pygame.display.setMode avec en paramètre un tuple qui contient en fait la largeur et la hauteur de l'interface graphique. Donc c'est-à-dire screen width et screen height. Donc ça veut dire qu'on va créer une interface graphique qui sera de largeur 750 et de hauteur 750. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi une caption, donc c'est-à-dire en fait un titre sur l'interface graphique, donc qui sera affiché en haut, au-dessus, en fait, vous savez, dans la petite borne en fait où il y a notamment une possibilité de réduire la fenêtre et de la fermer. Ensuite, je fais ce code qui est pygame.font non36 qui est stocké dans font. C'est pour en fait les polices. Donc ça sera pour la police de texte, du score en fait, du texte score et aussi du nombre de games qu'on a déjà fait, donc les parties en fait du snake. Ce que l'on fait ici en fait, c'est que on prend donc la classe font où on met en file name none, c'est-à-dire qu'on ne veut pas charger en fait un fichier qui contient une police de texte, et 36 c'est la taille de la police. Alors ensuite là on a une petite fonction qui nous permet d'afficher en fait des petites informations sous forme de graphique. Ça ce sera appelé en fait à la fin de l'entraînement de notre IA. Donc ce que cela va faire, c'est que ça va nous afficher en fait le score de toutes les parties et le score moyen. Donc c'est-à-dire en fait au fur et à mesure des parties, quelle est la moyenne en fait des scores. Ça peut être intéressant parce que ça nous permet d'avoir une idée un peu plus claire de la performance de notre IA. Parce qu'en fait notre IA, oui des fois elle va peut-être faire des scores de 100, mais si elle fait juste un score de 100 une fois tous les 500 games ou tous les 500 parties, et qu'après le reste du temps elle fait que 2 ou 3, vous voyez qu'en fait c'est pas super intéressant. Si par contre en revanche vous voyez qu'elle est sur une moyenne de 30 et que en fait il n'y a pas énormément de variations, donc vous allez aussi regarder du coup la variance ou l'écart type, là c'est un peu plus intéressant. Si c'est par exemple une moyenne de 30, ça veut dire que en moyenne son score va être de 30, ce qui est la définition d'une moyenne, et là c'est un peu plus intéressant. Ça veut dire que oui des fois elle va faire peut-être 40 ou 50, mais des fois elle va juste faire 20-25, mais ça reste quand même intéressant, ça nous donne une idée de la tendance en fait de nos données. Donc ça c'est pas bien compliqué, ce qu'on fait c'est qu'on fait un plt.plot_scores. Donc ça ce sera tout simplement une liste en fait qui contient tous les scores, et pareil pour min scores, et on met un label
Donc c'est tout simplement en fait la légende en fait pour nos axes, et on met label égale à score et min score, et ensuite plt.legend et plt.show, qui nous permettra donc d'afficher notre interface, enfin pas notre interface graphique, mais enfin si c'est une forme d'interface graphique. Maintenant on va s'occuper du gros du code, c'est le jeu. Alors le jeu, donc ce sera une classe, ok, qui va contenir en fait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire l'animation de notre jeu, appeler notre IA, etc. Cela va aussi contenir d'autres choses, parce que on va faire du reinforcement learning, et je vous expliquerai plus en détail après de quoi je parle. Donc là on va surtout se concentrer sur le jeu en lui-même. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que c'est relatif à l'IA, ne vous inquiétez pas, on y viendra après. Alors, tout d'abord, on va faire une liste en fait qui va contenir les positions des carrés en fait qui composent notre snake. D'accord? Donc ce que l'on va faire, c'est que ce sera une liste, et le premier élément, ce sera la tête de notre snake. Ok? Donc là, la tête, au départ, quand on va créer notre jeu, ce sera en grid size divisé par 2, grid size divisé par 2. Je sais pas pourquoi j'ai dit divisé par 2, c'est juste qu'il y a 2 fois divisé, mais c'est juste divisé. Il n'y a pas 2 fois division, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc là, ce que l'on va avoir, c'est qu'en fait, on va avoir la tête qui sera au centre de notre grille. Ensuite, il faut qu'on en mette le reste du corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un corps de taille 3, donc c'est-à-dire qu'il y aura 3 carrés de notre snake. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va les décaler vers la gauche. Donc c'est-à-dire que bien il faut décaler de un seul index notre carré. Donc on fait simplement grid size divisé par 2 moins 1. Pour le x, un y on change pas. Et pour le troisième carré, eh bien on fait un moins 2 pour le mettre encore plus à gauche. Pourquoi on a fait comme ceci? Tout simplement parce qu'en fait on va avoir une direction qui va aller vers la droite. Donc les directions, comment elles fonctionnent? Alors ça c'est donc notre snake, ou une représentation plutôt du snake vu la tête du truc. Et alors les directions, donc là on a mis un 0. Ça veut dire qu'en fait en x ça va se diriger en positif parce que c'est un 1. Donc en fait la direction ça va être ajouté en fait aux coordonnées de nos carrés. Donc vu que c'est un 1 et que c'est positif, comme on avait vu le repère en fait en x il augmente vers la droite, et bien ça veut dire que notre snake il va aller vers la droite. Ensuite la deuxième valeur du tuple c'était un 0, ça c'était pour la valeur en y, elle est égale à 0, donc ça veut dire qu'on ne bouge pas en fait en y, donc ça veut dire qu'on va juste vers la droite. Si par contre j'avais mis 0, 1, ça veut dire qu'on serait allé comme ceci, ok? Pourquoi? Parce que en x on bouge pas vu que j'ai mis 0, et 1, ça veut dire que on augmente les valeurs de y, donc on va vers le bas. Si on avait du moins 1, 0, eh bien on serait allé vers la gauche. Ensuite, si j'avais mis 0, moins 1, eh bien on serait parti vers le haut, parce que on aurait diminué les valeurs en y. Voilà. Ensuite, on a une méthode qui s'appelle self._placeApple, qui va nous renvoyer quelque chose qui sera contenu dans l'attribut self.apple, qui est tout simplement en fait les coordonnées de notre pomme. Ensuite, self.score égale à 0, donc ça sera le score. Self.grow égale à false, donc ça c'est si le snake a mangé une pomme et donc il faut le faire agrandir. Self.frameIteration égale à 0, ça ce sera quelque chose qu'on va réutiliser pour l'IA. Si je peux vous dire rapidement ce que c'est. L'idée en fait c'est que notre IA, ce qu'on va faire c'est que notre IA va tester en fait des choses, donc elle va tester de se déplacer dans différents endroits, d'aller tout droit, à gauche, tout ça. Et le truc c'est que on veut pas que l'IA par exemple tourne en rond. C'est-à-dire que vous voyez elle fait le snake, elle tourne tout le temps en rond, parce qu'en fait c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est qu'elle mange le plus de pommes et qu'elle devienne le plus grande possible. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que on va décider d'arrêter l'IA si au bout d'un certain temps elle n'a toujours rien fait, c'est-à-dire que rien fait dans le sens qu'elle n'a pas mangé de pommes ou qu'elle n'a pas touché un mur, et on la pénalisera pour ne pas avoir fait pour n'avoir rien fait pendant un certain temps. Et donc c'est grâce à ce frame iteration qu'on va faire ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, on va décider d'arrêter l'IA et de la faire recommencer à 0 après lui avoir mis une pénalité qui va donc rentrer en fait dans son jeu d'essai d'erreur, et ça va lui faire comprendre que il faut pas stagner, il faut essayer de soit manger une pomme, soit de faire autre chose, mais ne pas essayer de juste tourner en rond ou de se déplacer dans la map sans rien faire. Ok, ensuite clockwise, donc ça c'est un attribut qui contient une liste de tuples qui nous permettra en fait de pouvoir changer la direction facilement, donc changer ce self.direction en fait selon l'action en fait qui sera donnée par l'IA. Ok, donc le placeApple, on l'avait vu rapidement, c'est tout simplement une méthode qui va nous permettre de positionner une pomme de manière au hasard dans l'endroit de la grille. Alors comment on va faire ça? Eh bien,
ce qu'on fait, c'est que on va prendre une valeur au hasard. Le truc, c'est que cette valeur au hasard, il faut qu'elle vérifie deux trucs. Il faut qu'elle vérifie qu'elle ne soit pas sur le snake et qu'elle ne soit pas aussi sur la bordure. La bordure, c'est en fait, vous savez, le petit cadre rouge que j'ai mis dans mon jeu. J'étais pas obligé de le mettre, mais voilà, c'était juste pour faire un petit détail en plus. Et donc ça, il faut éviter que la pomme soit à cet endroit-là, parce que si l'IA touche ce bord ou ce cadre, eh bien, elle meurt. Et donc, elle ne pourra jamais manger la pomme. Alors, comment on fait ça? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un while true. Donc, un while true, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tant que on a, en fait, il va nous servir pour répéter, en fait, la position aléatoire d'une pomme, tant que on n'a pas respecté les deux conditions que je vous ai dit. Alors, en fait, la condition de, il ne faut pas que ce soit sur le cadre, c'est pas bien compliqué. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on fasse un random.randint, donc, il va nous donner les coordonnées en index, ok, de notre interface graphique, de notre pomme, pardon. Et bien, ce que l'on va faire, c'est que on va générer un entier entre 1 et grid size -2. Alors pourquoi 1 et grid size -2? Alors, la représentation en schéma de mon interface graphique, c'est ceci en fait, c'est qu'on a notre interface et on a un bord comme ceci, ok. Voilà, qui est rempli, donc ça, ce trait, c'est censé représenter que c'est rempli. Et en plus, je dépasse. Il faudrait que je retourne à la maternelle. Alors, en fait, ce bord ici que j'ai rajouté, il fait tout simplement la taille d'une case. Vous savez, les cases ou les carrés, comme je vous disais, qui contiennent, enfin qui définissent en fait les éléments de base de notre pomme et de notre snake. Donc en fait, ça veut dire que on ne doit pas en fait avoir une pomme qui se trouve à la première ligne en fait de carré ou de case. Et pareil, il ne faut pas que ça se touche en bas. Donc ça veut dire en fait que la première ligne, c'est donc à l'index 0. Donc ça veut dire que si on ne peut générer que à partir de l'index 1, eh bien il n'y a pas de souci, ok? Parce qu'on va faire 1 fois le nombre, enfin la taille d'un carré, donc la coordonnée, donc par exemple si ça nous génère 3 en x, et en y ça nous génère 1, donc 1 fois la taille d'un carré, ben ce sera par exemple vers ici, disons. Peut-être un peu plus décalé, parce que j'ai vu qu'il y avait mes indices ici, mais c'est pas grave. Et bien, donc là c'est bon, et ensuite ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que ici, ça ne génère pas en fait une case ici. Ben, ça tout simplement, c'est en fait tout simplement cette ligne ici, son index, en fait c'est tout simplement le nombre de grilles moins 1. Pourquoi? Bah parce que on a commencé, enfin quand je dis nombre de grilles, c'est plutôt la taille de la grille, donc je sais plus comment je l'avais appelé, grid size on va dire, je vais peut-être pas écrire tout en entier, mais je vais écrire GS -1. Donc ça veut dire en fait que cette ligne ici, il ne faut pas générer, donc il faut générer jusqu'à GS -2, donc la ligne en dessous, avant, comme ceci. Et le principe est le même en fait pour ici. Ici, c'est en X, c'est une ligne en fait, c'est donc l'index 1, cette case-là. Toutes les cases en fait qui sont ici en X sont du coup en index 1. Non, en index 0, pardon, je vous avais dit en index 0, c'est en index 0 ici, et donc ça peut être généré qu'à partir de l'index 1. Et pareil pour ici. Ici, c'est le même principe en fait qu'on a là. C'est en fait toutes les cases qui sont ici en X, elles sont en index GS-1, donc grid size -1. Donc ça veut dire qu'à nouveau là aussi il faut qu'on génère entre 1 et grid size -2. Bon et bien c'est exactement ce qu'on a ici, donc vous pouvez le voir, on a donc une génération aléatoire entre 1 et grid size -2. Ensuite on vérifie si position n'est pas dans self.snake, donc c'est à dire qu'en fait le tuple qui s'est généré ici, est-ce qu'il y en a un qui est exactement le même dans self.snake? Si c'est le cas, alors on ne va pas rentrer dans ce code, on va réitérer, on va recommencer la boucle true, et ça va nous générer aléatoirement une valeur position. Si par contre ce n'est pas dans snake, eh bien on fait un return position, et ça va nous renvoyer donc la coordonnée de notre pomme qui a été placée aléatoirement. Ok, ensuite on a la méthode reset. Donc la méthode reset, ce sera vraiment lié à l'IA, mais même en fait c'est un truc de base dans un jeu, c'est quand le jeu est terminé, il faut le réinitialiser. Bon et bien ce qu'on fait pour le réinitialiser, c'est qu'on remet en fait les valeurs par défaut du snake, donc un snake de taille 3 qui est à une certaine coordonnée, la direction aussi, donc en vrai, je pourrais la changer, la direction, bien sûr, mais j'ai mis la même de base. Ensuite, self._place apple, donc on va remettre une pomme au hasard dans la grille. Et ensuite, self.score 0, donc on réinitialise le score. Grow, pareil, on met à false, et frame iteration, on met à 0 aussi. Ok, donc ensuite, là, c'est la méthode getState, qui sera donc
lié et qui sera très important pour notre algorithme de reinforcement learning, donc notre IA. Un state, c'est quoi? Ça sera en fait pour notre reinforcement learning, donc pour notre IA. Ce qu'on va faire à notre IA, c'est qu'on va lui donner un état du jeu. Un état du jeu, c'est une observation en fait du jeu. Et la difficulté en fait, c'est comment on représente cet état pour une IA, qu'est-ce qu'on lui donne en fait pour notre IA pour décrire l'état du jeu actuel, donc c'est-à-dire une observation à un instant T. Ça c'est vraiment une grosse question en fait qu'il y a en reinforcement learning, c'est la difficulté en fait du reinforcement learning avec évidemment d'autres difficultés comme par exemple la reward function, mais aussi le temps de calcul, d'autres trucs d'optimisation. Alors nous ce que l'on fait, c'est qu'on va faire en fait une liste de booléens. Et cette liste de booléens, en fait, elle va lui dire si, en fait, pour chacune des directions, est-ce que si on continue dans cette direction, est-ce que la case d'après va nous mettre dans le pétrin? C'est-à-dire, est-ce qu'on va savoir, est-ce qu'on va toucher le mur ou se toucher nous-mêmes? Alors, ce que l'on va faire aussi, c'est que on va savoir, on va dire dans quelle direction on va pour l'IA. Et grâce à cette direction, on va pouvoir savoir en fait si on continue dans cette direction, est-ce que on va toucher ou pas un bord ou la queue. Donc alors, ce que l'on fait, c'est qu'on récupère tout d'abord la tête du snake. Donc ça c'est pour savoir en fait où est sa tête et pour savoir ensuite si sa tête va aller dans un bord ou toucher sa queue. Ensuite, on va définir en fait dans quelle direction on va. Donc, pour savoir dans quelle direction on va, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dir L, donc direction left. Donc, c'est-à-dire la direction gauche. Et donc, pour savoir si on va dans la direction gauche, on fait self.direction égale à -1, 0. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que ce sera à vrai si self.direction est égal à -1, 0. Et -1, 0, on a vu, c'est quand on va en fait vers la gauche, parce que on réduit les valeurs en x. Voilà, et le principe est le même pour les autres, pour direction right, pour 0, -1, donc c'est-à-dire direction up, donc c'est-à-dire en haut, et en bas, direction down. Ok, alors, là, cette première partie de notre état, donc c'est pour savoir si on a un danger qui va arriver, c'est-à-dire que si on avance encore juste d'une case dans la direction auquel on est, eh bien, ça va faire une collision. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dir R, ou peu importe, n'importe quelle direction, end self is collision, donc par exemple pour right, donc c'est-à-dire si on continue vers la droite, donc ça veut dire que si on est en direction vers la droite et que on avance donc encore de 1, donc c'est-à-dire à l'état, juste après, on va se déplacer donc de un bloc vers la droite, donc c'est-à-dire de head x plus 1. Est-ce qu'on va avoir une collision? Donc la collision, donc ce sera donné par self.isCollision qu'on verra après. Et donc si on a une collision, eh bien vu que ceci est une valeur booléenne et on a un end ici, ça nous donnera une valeur booléenne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pour tous, ok? Parce qu'en fait, on sait pas dans quelle direction on est à chaque fois. Et là, vu qu'on est sur un OR, eh bien on verra en fait si la direction dans laquelle on est, on va droit au danger ou pas. C'est pas forcément le cas. Donc ça sera au final en fait juste une seule valeur booléenne qui nous sera donnée. Ensuite, on va faire le même principe, mais en partant du principe en fait qu'on est dans une certaine direction et qu'on va aller vers la droite. Ok? Donc c'est-à-dire, disons par exemple on va vers la gauche et qu'est-ce que ça fait si on va vers la droite? C'est-à-dire on change notre direction, on continue pas tout droit, donc dans la direction dans laquelle on est, mais on décide de se tourner à droite. Bien là on va faire le même principe, on va regarder en fait dans quelle direction on est grâce à ces valeurs booléennes, et ensuite on va faire un test de self.isCollision. Même principe pour danger left, et ensuite on va mettre la direction dans laquelle on va, et ensuite on va dire aussi la localisation de la pomme, mais en fait plutôt où se situe la pomme par rapport au snake, ou plutôt sa tête. Si self.apple0 est inférieur à headx, donc ça veut dire que la pomme est à gauche du snake. Si c'est vrai, ça veut dire qu'elle est à gauche, sinon ça veut dire qu'elle n'est pas à gauche. Si elle est à droite, si elle est en dessous ou au-dessus. Enfin, au-dessus, ici, en dessous, ici. Notre état, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc, comment va être fait la représentation de notre jeu pour le snake? Ce sera simplement en fait une liste booléenne qui va nous dire en fait, si on continue dans cette direction, est-ce que on va dans un mur? Si on va à droite, est-ce qu'on va dans un mur? Et si on va à gauche, est-ce qu'on va dans un mur aussi? Ou, enfin, quand je dis dans un mur, c'est une collision plutôt. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dans un mur ou est-ce qu'on va toucher une partie du snake? On n'oublie pas aussi de mettre la direction. Donc on indique le potentiel danger imminent selon la direction, dans quelle direction on est, et aussi où se situe la pomme, ce qui est assez important parce que c'est bien de savoir qu'on va dans une direction qui n'est pas dangereuse. Le plus important reste quand même de réussir à manger des pommes, donc il faut savoir où est-ce que se situe la pomme par rapport au snake. Et donc ensuite on va return state, et sous forme d'un
np-array, donc c'est-à-dire un tableau NumPy. Ok, donc ensuite on a la méthode isCollision, qui est une méthode donc qui va nous permettre de vérifier si on a une collision, donc c'est-à-dire que le snake touche un des bords ou touche sa queue. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir self en paramètre, ce qui est normal vu qu'on est dans une classe, et position. Position, donc ce sera donc du coup une position que l'on peut donner à notre méthode, et de base c'est égal à none. Donc si c'est à none, il n'y a pas de souci, ce qu'on fait c'est qu'on prend la tête du snake, qui est donc le tuple en indice 0. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vérifier si le snake touche un bord ou une partie de lui-même. Alors, pour savoir s'il touche un bord, c'est pas bien compliqué. En fait, il suffit de vérifier quasiment les mêmes conditions que je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, c'est que, en fait, il faut que le snake se situe entre 1 et grid size moins 1, enfin, grid size et entre 1 et grid size moins 2 compris. Donc, si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il touche un bord, donc c'est pas bon. Donc, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait if not 1, alors, entre parenthèses, position de 0 compris entre 1 est strictement inférieur à grid size moins 1, et pareil aussi en Y. Et donc, si ces deux conditions ne sont pas, enfin, si une des deux conditions n'est pas vérifiée, ça va nous faire if not false. Donc, not false, c'est true. Donc, ça veut dire que le snake a touché un des bords. Et ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie vrai. Et là, on renvoie une valeur qui sera une récompense. Donc, en fait, ce isCollision va faire partie, en fait, de notre fonction récompense, comme je vous disais. C'est-à-dire que ça va récompenser, donc, en positif ou en négatif, notre snake, ou plutôt l'IA en fait qui est derrière, qui apprend grâce à ce système de récompense. Donc là on renvoie une récompense de moins 1000, c'est à dire qu'en fait on pénalise de 1000 points, si on peut appeler ça des points. Ensuite si le snake est donc la tête du snake est en fait une des valeurs, un des tuples qui est compris dans self.snake 1,0, donc c'est à dire ça c'est en fait le tableau snake sans prendre en compte la première valeur, eh bien ça veut dire en fait que la tête du snake est dans un des carrés en fait de sa queue, donc ça veut dire que il a fait une collision avec lui-même, donc on renvoie vrai aussi avec une récompense de moins 1000 aussi. Et s'il n'y a rien eu, donc c'est à dire qu'on n'est pas rentré dans un de ces deux if, on renvoie false et 0 en récompense, donc c'est à dire qu'en fait ici on considère que rester en vie, on donne juste une récompense de 0. Et on renvoie false ici parce que il n'y a pas eu de collision. Ensuite, nous avons la méthode playStep. Donc ça, c'est pour jouer une étape, une step. Donc une step, c'est quoi? C'est tout simplement en fait prendre une action et l'exécuter. Voilà, donc c'est-à-dire par exemple avancer d'un bloc, tourner la tête, etc. Donc cette méthode, elle va avoir plusieurs paramètres. Elle va avoir action, plot scores et plot min scores. Donc ça sera nos deux listes en fait qui contiennent les scores et le score moyen. En fait on les a tout simplement parce que on va mettre dans cette méthode en fait la possibilité de fermer la fenêtre, parce qu'en fait c'est un peu cette méthode qui va un peu gérer tout, enfin qui va pas tout gérer mais qui va gérer une grosse partie en fait de l'exécution du code. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for event in pygame.event.get event if event.type égale à pygame.quit pygame.quit et on affiche la fonction, on exécute la fonction plot qui va nous donner donc un graphique matplotlib. Et on fait 6.exit après. Donc ça c'est juste pour est-ce que l'utilisateur veut fermer l'interface graphique, donc arrêter le code, et si oui, là on va afficher les résultats, et ensuite quand l'utilisateur va fermer l'interface graphique de Matplotlib, eh bien ça va arrêter le code. Ensuite, donc ça c'est un autre truc que je vous avais parlé, c'est pour pouvoir augmenter ou diminuer la vitesse en fait, pour voir ou pas si vous voulez que l'IA s'entraîne rapidement ou pas. Donc ce que l'on fait, c'est que on va en fait, si on appuie sur la touche M, on va augmenter de 20, si on appuie sur la touche L, on va diminuer de 20 la vitesse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait if event.type égale à pygame.keyDown, if event.key, donc d'abord global speed, pour pouvoir changer la variable globale speed, if event.key égale à pygame.km, speed plus égale 20, et if event.key égale à pygame.kl, speed moins égale 20. Ça c'est bon, là j'avais mis un print, vous n'êtes pas obligé de le mettre, et ensuite self.frame iteration plus égale 1, donc vous voyez c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'en fait on va incrémenter cet attribut à chaque étape, et en fait si ça dépasse un certain seuil et qu'il n'y a rien eu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de collision, qu'il n'y a pas eu de pommes mangées, eh bien on va réinitialiser le jeu en fait. On va considérer que le snake en fait a perdu
où l'IA a perdu parce qu'en fait elle stagnait beaucoup trop, c'est-à-dire qu'elle ne mangeait pas de pommes, ou alors même elle n'essayait même pas de se tuer. Ce qui n'est donc pas intéressant pour nous d'avoir une IA qui fait que se balader sur la grille. Ensuite on va récupérer aussi l'indice de la direction dans lequel on est par rapport à clockwise. Donc ça nous permettra en fait de savoir dans quelle direction on va changer. En fait l'IA va nous donner donc un tableau action qui va contenir 3 valeurs. Chacune de ces valeurs en fait va nous indiquer une direction. Donc si par exemple elle nous envoie un tableau NumPy où action est égal à 1, 0, 0. Donc on vérifie en faisant np.array equal. On va faire action et ensuite on va mettre notre liste ici. Donc ici, ça veut dire en fait que on continue dans la direction auquel on est actuellement. Donc on fait simplement new dir, donc notre nouvelle direction qui est égale à self.clockwise entre crochets idx. Donc c'est-à-dire qu'on va continuer dans la direction dans laquelle on est. Notre IA pourra se dire soit on continue dans cette direction, soit on va à gauche, soit on va à droite. Si on va à droite, c'est tout simplement en faisant comme ceci. Donc on va changer en fait la direction, donc on va changer idx. Donc on va prendre en fait l'indice de la nouvelle direction en faisant comme ceci, idx plus 1 divisé par 4. Pareil, on va faire un truc similaire pour si on va tourner à gauche. Et ensuite, self.direction est égal à new dir pour changer la direction actuelle. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le code qui va nous permettre de déplacer notre snake. Donc alors en fait, comment on déplace notre snake? Tout simplement, ce que l'on fait, c'est que on va rajouter en fait une valeur dans self.snake. Et ensuite, selon en fait si le snake est mort déjà, ou si il a mangé une pomme ou pas. S'il est mort, bon, on s'en fiche, on va utiliser le jeu. S'il a mangé une pomme, en fait, c'est très bien, on n'a rien à toucher parce qu'en fait, on a rajouté une valeur. Vous savez, qu'on va rajouter grâce à ce code-là. Bon, je saute un peu des étapes, mais c'est pas grave. Si par contre, il se passe rien et il continue à vivre, eh bien, ça veut dire qu'il faut retirer une valeur et on va retirer la dernière valeur. Ce qui fait qu'en fait, on va bien avoir un déplacement de notre snake. Et le déplacement en fait se fait en rajoutant une valeur et en enlevant une autre valeur. Ok, donc pour cela ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tête du snake, donc la valeur, donc le tuple qui se trouve à l'index 0 de self.snake. Ensuite la direction, on peut la récupérer grâce à self.direction. Et new head, eh bien on va la calculer tout simplement en prenant nos coordonnées de notre tête et en ajoutant en fait la direction. Et c'est pour ça en fait que je mettais des valeurs 1 ou moins 1 en x et y pour la direction, tout simplement parce qu'en fait ça nous permet de juste calculer les nouvelles coordonnées de la tête. Et ensuite je peux faire un self.snake.insert 0 new head, donc ça veut dire qu'on va insérer au début de snake le tuple new head, donc la nouvelle tête. Ensuite là on aura reward égale à 0, donc ça c'est pour savoir en fait les récompenses actuelles en fait que peut avoir notre snake, donc qui sont au départ à 0 parce qu'en fait on va voir selon ce qui va se passer en faisant cette action si il va y avoir un problème ou pas. Done égale à false, donc ça c'est pour savoir, c'est ce qui sera renvoyé par la méthode playstep pour savoir s'il faut réinitialiser le jeu ou pas. Donc done c'est quand en fait soit l'IA stagne, c'est-à-dire qu'elle fait que bouger mais sans manger de pommes, sans faire de collision, et elle le fait pendant trop longtemps, ou alors elle a fait une collision, et donc là il faut réinitialiser le jeu. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va appeler collision pour vérifier en fait les trucs que je vous ai dit. Donc on fait collision et reward qui sont récupérés grâce à l'appel de self.isCollision. Et donc si on a une collision ou que self.frameIteration est supérieur à un certain seuil, donc ici c'est 100 fois la longueur du snake. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que en fait c'est normal que plus le snake devienne grand, plus en fait il se déplace dans la map sans rien faire, c'est-à-dire sans faire de collision, de manger de pommes. Parce que en fait il faut qu'il évite de se mordre la queue, et vu qu'il est très grand, mais il doit faire plein de déplacements. Donc c'est pour ça qu'en fait ce seuil va augmenter en fonction de la taille du snake. Et 100 c'est une valeur un peu arbitraire, mais en fait j'en ai testé plusieurs, et au final 100 c'était celle qui fonctionnait le mieux. Donc pour savoir comment ça fonctionnait le mieux, tout simplement je regardais en fait les scores de mon IA, et en fait il faut quand même un certain nombre d'étapes pour le snake, parce que mon interface graphique, ma grille est quand même assez grande. Donc c'est normal que l'IA ait des fois besoin de faire 80 déplacements avant de manger une pomme. Alors là ensuite j'ai fait un code qui se répète un peu, tout ça c'est parce qu'en fait je voulais mettre la possibilité de changer le reward pour chacun des trucs. Donc par exemple ne pas mettre 1000 forcément si en fait il dépasse le seuil d'itération. Mais au final en fait quand je mettais les mêmes valeurs partout pour les valeurs négatives ça fonctionnait mieux. Et donc ce que je fais, c'est que je fais un reward de moins 1000 ici, et je mets done à true, et je renvoie reward, done et self.score. Ensuite si la tête égale à self.apple, donc ça veut dire en fait que on mange la pomme, puisqu'on est à l'endroit où il est, donc on lui donne une récompense de 1000, et on fait un score
plus égal à 1, donc c'est-à-dire qu'on incrémente le score. Ensuite, pour la pomme, eh bien, faut en placer une nouvelle vu qu'elle a été mangée, donc on refait self.apple égale à self.underscore place apple. Sinon, le reward, on le laisse à 0 et on fait snake.pop, c'est-à-dire qu'en fait, on va retirer la dernière valeur de notre snake parce qu'on a rajouté une valeur, sauf que on veut pas augmenter sa taille, on veut qu'il garde sa taille, donc on retire la dernière valeur. Et on fait un return reward done self.score. Ok, ensuite on a la méthode Joe. Donc la méthode Joe, elle va nous permettre de faire tous les affichages nécessaires, donc c'est-à-dire l'affichage du fond, de la bordure, du snake, de la pomme et aussi des textes, donc c'est-à-dire les textes qui contiennent le score, le record du snake et le nombre de jeux de parties qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on fait... En fait, Pygame, il faut savoir que c'est... comment on pourrait dire? C'est-à-dire qu'en fait, la première méthode que l'on va mettre pour l'affichage, tout ce qui va être fait ensuite dans le reste de l'affichage va être mis par-dessus ce premier affichage. Donc c'est-à-dire que si on fait un screen.fill background color, donc c'est-à-dire que ici, on va en fait remplir le fond. En fait, donc c'est grâce à screen.fill d'une certaine couleur, qui sera la couleur background color. C'est-à-dire qu'en fait, tous les affichages, tous les trucs qu'on va faire après, se seront faits par-dessus cette couleur-là. Donc, ce qu'on a ici, c'est pygame.joe.rect. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la bordure, en fait, la bordure rouge pour mon cas, de mon jeu. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on fait pygame.joe.rect screen. Donc, on indique où est-ce qu'on va dessiner ce rectangle, donc sur l'interface graphique. Et ensuite, on va faire la couleur, donc border color. Et ensuite, on va dire le rectangle. Donc le rectangle, ce sera un rectangle en fait qui sera de la tête de l'interface graphique. Donc il va commencer en 0, 0 et il va faire la largeur et la hauteur. Et ensuite, ce rectangle, on va lui donner une épaisseur visible, et l'épaisseur, ce sera cell size. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, en fait, le rectangle au départ, il va faire la taille de l'interface graphique, mais on va dire quelle partie du rectangle doit être visible. Et en fait, ce qui fait Pygame, c'est que si on met en fait la bordure égale à 1, c'est-à-dire en fait la dernière valeur, ça veut dire qu'il va faire un contour de 1, il va commencer en fait sur la bordure de sur les contours de notre rectangle. Si on dit qu'on veut une bordure de 5, ça veut dire en fait que on va avoir 5 pixels en commençant par chaque bord ou le contour. Donc ça va faire un truc comme ceci. Vous voyez? Donc ça, on dit ça fait une taille de 5 pixels. Et donc moi, je veux faire une bordure en fait qui fait la taille d'une case, donc je mets en fait tout simplement comme valeur cell size. Ensuite, pour Joe, le snake, on fait simplement for x, y in self.snake. Donc ça veut dire qu'on va récupérer chaque tuple, et chaque tuple, on va stocker la première valeur dans x et la deuxième valeur dans y. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un rectangle qui va être le rectangle en fait de tout simplement notre snake. Donc lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pygame.rect, et donc la coordonnée, on va faire x fois cell size, donc c'est-à-dire des x, y, c'est des coordonnées en index, et pour pouvoir en fait avoir leurs coordonnées absolues, donc c'est-à-dire pouvoir avoir les coordonnées dans l'interface graphique, et bien on fait fois cell size, et ensuite la largeur et la hauteur, c'est tout simplement cell size aussi. Et ensuite pygame.joe.rect, donc ça on va dessiner sur screen, notre interface graphique, d'une couleur snake color, le rectangle rect qui a été créé ici. Je n'ai pas ce paramètre ici parce que je veux que le rectangle soit entièrement affiché, donc je ne touche pas en fait à ce paramètre là. Ensuite, Joe the apple, donc c'est exactement le même principe, à part que c'est avec les coordonnées de la pomme, et ensuite on va afficher le score. Alors l'affichage du score, c'est tout simplement un premier texte qui est égal à font.render fscore self.score, true score color et screen.blit text 1010. Donc là c'est tout simplement en fait qu'est-ce qu'on va afficher comme texte et avec quelle police et quelle couleur. Et ensuite, la screen.blit text, donc c'est-à-dire qu'on va afficher ce texte qui est en coordonnées 10-10. Donc il sera plutôt vers le haut gauche. Et ensuite, le principe est le même pour le nombre de parties qu'on a fait et le record, donc le record du jeu, le record de l'IA. Et ensuite on fait pygame.display.flip qui nous permet en fait de mettre à jour en fait l'affichage de notre interface graphique. Parce que là en fait on a fait des affichages, mais il faut qu'on dise à Pygame, et j'ai fait des affichages, change-moi tout ça.